Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall prêt à investir davantage dans la modernisation des daras. Le chef de l'État engage le gouvernement à travailler pour un enseignement de meilleure qualité dans les écoles coraniques et annonce le prix du président de la République pour la lecture du Saint-Coran. Sorna Naté Cissé, lauréate de la dernière compétition mondiale à Dubaï, a été honorée ce matin lors des concertations nationales sur les daras. Veillée d'armes chez les Lions du Sénégal avant le match décisif contre l'Équateur. Les joueurs d'Aliou Cissé n'ont qu'un seul choix, gagner pour aller en huitième de finale de la Coupe du Monde. Ultime bataille demain à 16h. Le coach sénégalais compte sur l'expérience, la jeunesse et l'efficacité de son groupe. Le Sénégal dans la catégorie des pays ayant réalisé la croissance moyenne la plus régulière au cours de la dernière décennie, 6,1% en 2022, ce qui lui vaut une place dans le top 3 des meilleures économies mondiales performantes, classement révélé lors de la revue annuelle conjointe qui s'est tenue ce lundi. Bienvenue à tous. Le chef de l'État entend travailler davantage à la modernisation des daras pour un enseignement de meilleure qualité dans les écoles coraniques. Le président Macky Sall a eu une longue séance d'échange avec les tenants de ces daras au CICAD, concertation au cours de laquelle Macky Sall a annoncé l'institution du prix du président de la République pour le récital du Coran, celle qui s'est illustrée dans ce genre de compétition récemment à Dubaï. Sorna Naté Cissé, premier prix, était l'une des attractions de cette journée à Aboubakry Kane. Une rencontre nationale avec la communauté des daras, occasion pour le président de la République de réitérer toute l'importance qu'il accorde à l'inclusion et à la justice sociale. Conformément à sa vision d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, toutes les forces vives de la nation doivent participer au processus de développement. Il s'agit donc d'un cadre d'échange et de partage sur le processus de modernisation des daras. Ensemble, pour poursuivre le legs des anciens, afin que les daras, alliant tradition et modernité, jouent pleinement leur rôle dans la société et continuent d'être des remparts contre l'extrémisme. Nombreux sont les Sénégalais qui ont fréquenté les daras et comme le rappelle Cheikh Hamidou Kane dans L'aventure ambiguë, à travers les paroles de Thierno, le maître du foyer coranique, le dara professe la parole de Dieu en même temps qu'il inculque l'humilité et l'humanité. Il y est donc demandé à chacun d'oublier son ego et de cultiver l'altruisme et la fraternité humaine. De l'université de Pire au dara de Chilogne et de Koki, entre autres, les établissements coraniques ont toujours formé à l'humanité et au leadership. Le chef de l'État s'en félicite et rend hommage à toutes les figures religieuses du Sénégal qui, à travers les âges, forment aux valeurs spirituelles et sociétales. Aujourd'hui encore, les khalifes généraux, Serigne et Ndeyou Dara, continuent de perpétuer les valeurs authentiques de l'islam. Le président Macky Sall a également magnifié les performances de nos jeunes filles et garçons dans les compétitions internationales, dont Sorna Naté Cissé, lauréate du prix du récital du Saint-Coran, en octobre dernier à Dubaï. Le chef de l'État lui a alloué une enveloppe de 10 millions de francs CFA avant d'annoncer l'institution d'un prix du président de la République pour le récital du Saint-Coran. 10 millions de francs CFA, La rencontre avec la communauté des daras a été un grand moment d'échange qui a permis au chef de l'État d'écouter les enseignants des écoles coraniques. Plusieurs doléances ont été exprimées par ces derniers touchant leurs conditions de vie et de travail. Une initiative saluée par les associations islamiques et les représentants des khalifes généraux. Omar Nyik. Prévue en milieu de journée, la rencontre démarre à quelques minutes de la prière de Tisbar. Déjà installé, le président Macky Sall suspend la séance.
pour demander à l'assistance de sacrifier au rituel. Un geste éminemment apprécié par les enseignants coraniques. Après la prière, place à la prise de parole. Un dialogue que le président de la République a voulu ouvert afin de permettre aux acteurs de l'enseignement coranique d'exposer leurs préoccupations. Les doléances touchent divers domaines. La grâce pour les Serigne Dara qui sont dans les liens de la détention figure en bonne place. Beaucoup d'orateurs ont insisté sur cette situation. Ils ont aussi évoqué l'ampleur de la mendicité, un phénomène qui n'honore pas la communauté. Des facilités sont également réclamées afin de permettre aux enseignants coraniques de bénéficier des subventions des collectivités territoriales. Dans certaines localités du pays, la vie des Dara est liée à l'activité agricole. Là aussi, demande a été faite au chef de l'État d'accompagner la communauté. Dans ce cadre, la prise en charge sanitaire est appréciée avec la CMU Dara. Les enseignants coraniques ont tout de même demandé au chef de l'État de renforcer l'initiative afin de permettre à la majorité des Dara d'en bénéficier. Dans l'ensemble, la communauté des Dara a salué l'initiative du président Macky Sall de rencontrer les acteurs. La démarche est appuyée par plusieurs autres associations qui se sont adressées au président de la République. Les représentants des khalifes généraux ont également pris la parole pour remercier le président de la République et transmettre les messages des guides religieux qui réitèrent leur remerciement au président Macky Sall pour cet acte de haute portée qui entre en droite ligne de son action de tous les jours en faveur de la communauté musulmane du Sénégal. Reviendrons sur les réponses que le président Macky Sall a apportées suite aux différentes interpellations. L'une des universités du Sénégal porte son nom, Amadou Mahtar Mbow, intellectuel, homme politique, plusieurs fois ministre, directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987, 13 ans à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à 3 jours de l'inauguration de la 8e université publique du Sénégal par le président Macky Sall. Le journal télévisé dresse le portrait de cet homme centenaire, cher Pamagay. Son centenaire a été fêté le 20 mars 2021. Amadou Mahtar Mbow, l'intellectuel au parcours brillant, est un homme multidimensionnel, à la fois homme politique et universitaire. Celui dont l'université de Diamniadio porte le nom a fait des études d'ingénierie aéronautique avant de décrocher un baccalauréat en lettres qui lui ouvre les portes de la prestigieuse Sorbonne en France. En France, il avait justement dirigé la mythique FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont la plupart étaient devenus des chefs d'État en Afrique. Ce natif de Dakar a été plusieurs fois ministre dans son parcours. D'abord ministre de l'Éducation nationale et de la Culture de 1957 à 1958 pendant la période d'autonomie. Ensuite, l'indépendance acquise par le Sénégal en 1960, il devint ministre de l'Éducation nationale de 1966 à 1968, puis ministre de la Culture et de la Jeunesse de 68 à 70. Député à l'Assemblée nationale également dans sa carrière, le professeur Mbow a dirigé la prestigieuse UNESCO, dont il a été d'abord le vice-directeur de 1970 à 1974, avant d'en prendre les commandes des directeurs généraux de 1974 à 1987. L'homme au CV kilométrique, étoilé de distinctions, d'honneurs et de décorations, n'en avait pas fini avec la politique. En 2008, alors qu'il était âgé de 87 ans, l'opposition d'alors regroupée au sein du Front Siggil Sénégal était allée le chercher pour présider les assises nationales. Une parenthèse politique transitoire du Sénégal qui a justement abouti à la deuxième alternance politique du pays en 2012 avec l'élection du candidat Macky Sall à la présidence de la République sénégalaise.
11,5 milliards, c'est le montant que la BID va injecter dans la première phase du programme d'accompagnement au Dara. Moussa Silla, représentant de la BID, revient sur les perspectives pour élargir le soutien de l'institution financière au Dara du Sénégal. Voici le représentant résident de la Banque islamique de développement. Pour la Banque islamique de développement, nous entendons élargir le soutien que nous avons avec le programme de Dara. Dans la phase 1 de ce programme, nous avons mis 11,5 milliards de francs CFA. Nous sommes presque à la fin de cette phase. Là, nous avons financé la construction de 64 Dara modernes. 64, la moitié sont des Dara publics et les 32 sont les Dara non publics. Pour la seconde phase qui est en cours de préparation, nous entendons appuyer le gouvernement du Sénégal pour élargir ce programme de façon à ce qu'on puisse couvrir l'ensemble des régions du Sénégal. Donc c'est un programme très important. Maintenant, pour assurer la pérennité et la durabilité de ce programme, nous avons conçu aussi un programme WARF avec le gouvernement où un terrain au centre-ville de Dakar est dédié à ce programme. Et là, nous allons investir 12,5 milliards de francs CFA pour réaliser cet immeuble. Les revenus qui vont être générés par cet immeuble seront réinvestis dans le programme de Dara. Cela va assurer la pérennité et la durabilité du programme. Donc, c'est un programme tout à fait très intéressant et le gouvernement du Sénégal a le soutien de la Banque islamique de développement. Nous félicitons le gouvernement pour la tenue de cette rencontre aujourd'hui. Vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à cette concertation nationale sur les Dara après ce journal. Le Sénégal dans le top 3 des meilleures économies mondiales performantes par le World Economics, classement qui se confirme avec le taux de 6,1% enregistré en 2021. Le Sénégal est le pays qui a réalisé la croissance moyenne la plus régulière sur la période 2011-2021. À l'ouverture de la revue annuelle conjointe ce lundi, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a salué cette dynamique et entend la perpétuer. Aminata Bengfal. Cette revue annuelle conjointe intervient dans un contexte marqué par la première année de mise en œuvre du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A. Un plan élaboré pour répondre aux conséquences de la Covid-19, ce qui a entraîné une relance de l'économie avec un taux de croissance du PIB de 6,1%. Au regard des résultats de 2021, il me plaît de constater que nous renouons avec ces performances de la période du PAP 1 avec un taux de croissance de 6,1 du PIB en 2021. Je voudrais à ce sujet saluer les performances économiques du Sénégal, qui vient d'être classé dans le groupe des top 3 des meilleures économies mondiales performantes par le World Economics, comme le pays ayant réalisé la croissance moyenne la plus régulière au cours de la décennie 2011-2021. Ce classement prend en compte des éléments comme la fiabilité des données statistiques nationales, le niveau de gouvernance, le niveau du secteur informel et le niveau du secteur privé, entre autres. Sur la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, des progrès ont été enregistrés dans les secteurs des transports, des infrastructures, de la pêche, de l'élevage ou encore de l'agriculture. L'année 2021 a été marquée par une bonne mise en place des intrants agricoles grâce au financement de 60 milliards accordés par l'État pour la campagne de production agricole, ce qui a permis d'enregistrer une production de 3 480 000 tonnes de céréales, malgré les déficits pluviométriques enregistrés durant l'année 2021. Dans le domaine des infrastructures et services de transport, les réalisations ont porté sur la mise en œuvre du programme de désenclavement des zones de production, avec la construction en 2021 de plus de 1000 km de routes non revêtues. S'agissant du développement du capital humain et de la protection sociale, des mesures volontaristes ont été prises depuis la mise en œuvre du PSE. À ce titre, il faudrait souligner que les bourses de sécurité familiale
ont permis de prendre en charge 315 000 ménages vulnérables en 2021. Plus récemment, en 2022, le gouvernement a lancé un programme de transfert monétaire de 80 000 francs par ménage, de manière exceptionnelle à 542 000 ménages d'un montant global de 43 milliards de francs CFA grâce aux partenaires. Des performances saluées par la société civile, le secteur privé, les acteurs territoriaux et les partenaires financiers. Ils n'ont pas manqué de faire des recommandations. Nous recommandons une politique axée sur la souveraineté alimentaire, pharmaceutique et vaccinale. Une transition énergétique davantage verte et une transition agroécologique créatrice d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Cependant, l'urgence de ces réponses et leur primauté pour le bien-être des populations ne devraient pas compromettre une bonne maîtrise des cadres budgétaires et des dépenses. Les perspectives économiques semblent consolidantes au regard des résultats enregistrés en 2021, la loi sur le partenariat public-privé, la nouvelle stratégie nationale de développement du secteur privé, la poursuite de la mise à jour du registre national unique, autant de réformes qui vont permettre à notre pays de rester dans cette dynamique de croissance. Retour sur la rencontre nationale entre la communauté des Dara et le président Macky Sall. Les maîtres coraniques et les guides religieux se disent rassurés par les mesures prises et annoncées par le chef de l'État. C'est une journée quand même qui est historique à plus d'un titre. Puisqu'aujourd'hui, le président de la République a pu réunir l'ensemble des acteurs des Dara et également l'ensemble des familles religieuses. Et ce qui est important, disons, dans ces rencontres, ce sont les acteurs eux-mêmes qui sont venus discuter, dialoguer directement avec M. le Président de la République, qui a pris note durant donc toute la séance. Et je pense que les réponses qu'il a apportées sont quand même satisfaisantes. Et le principal point, il a dit, il faudrait qu'on essaie donc de stabiliser donc tout cela. C'est-à-dire qu'on doit aller vers un recensement des Dara pour savoir quelles sont la cartographie des Dara, comme il a dit, quels sont le nombre de talibés qui sont dans les Dara, qui est Serigne Dara, et à partir de ce moment, donc, maintenant, l'aide qu'il va apporter donc, aux Dara, la répartition donc, de cette aide donc, va pouvoir se faire de manière, disons, plus rationnelle. Et il a décidé de mettre en place un comité de suivi avec le ministère de l'Éducation nationale, maintenant qui va conduire la discussion avec les Serigne Dara, donc, et pour maintenant s'occuper donc de toutes ces questions. Et je pense que maintenant, quand il y aura donc le retour de ce comité de suivi-là, les décisions qu'il a décidé donc de prendre vont être mises en œuvre et ça permettra de soulager donc grandement donc les Dara. Sénégal-Équateur, dernière séance d'entraînement des Lions avant le match de demain. Dans la tanière des Lions, un seul maître mot, la victoire. Le Sénégal n'a pas le choix. Il faut à tout prix gagner pour aller en 8e de finale. Pas de calcul à faire donc, indique le coach Aliou Cissé à Doha, dont de nos envoyés spéciaux, Pape Biram Bigagnaï. Un groupe au complet pour un dernier galop d'entraînement d'avant-match. À l'exception de Kouyaté blessé, Aliou Cissé peut compter sur tous les joueurs pour aller à l'assaut de l'Équateur. L'ultime bataille à livrer pour se qualifier en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est un match qu'il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut préparer cette victoire-là et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer dans n'importe quel moment de ce match-là. Mais c'est surtout de bien réfléchir à ce match-là et le jouer avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et je crois que ce que je demande à mes garçons, c'est surtout se concentrer sur le jeu pour pouvoir nous donner les moyens, effectivement, de gagner le match. Derrière les mots du sélectionneur se cache l'envie de poursuivre l'aventure. La victoire, rien que la victoire, pour lui, aucun autre scénario n'est envisageable. Oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Perdre nous ramènerait à la maison, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires.
Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c'est notre quotidien, en réalité, depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres, en termes de pression, en termes d'adrénaline. Mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça, et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce qui nous amène ici, en réalité. De l'efficacité, dont les temps forts, et une gestion intelligente des temps faibles. Un mélange d'expérience et de jeunesse pour bâtir un 11 de départ compétitif et performant. Voilà la clé du match. Le haut niveau aussi, c'est l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs, et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. Des classiques du vestiaire des Lions qui seront très attendus pour briller et marquer l'histoire dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis les journalistes qui couvrent la Coupe du Monde Qatar 2022 ont reçu la visite du ministre des Sports, Yankoba Diattara. Ces journalistes sont 62, ils suivent justement la tanière avant, pendant et après les matchs des Lions. La NPS, pour sa part, l'Association nationale de la presse sportive, a bénéficié d'un appui du ministère à hauteur de 60 millions de francs CFA. Ibrahim Mboupa. Une visite de courtoisie pour s'enquérir des conditions de séjour et de travail des envoyés spéciaux de la presse sportive sénégalaise. Le ministre des Sports et sa délégation saluent la qualité de la couverture médiatique. Le travail que vous faites est basé sur des principes, des déontologies d'éthique connues, mais nous savons tous, vous êtes tous des Sénégalais, vous êtes des patriotes, et vous accompagnez l'équipe nationale, mais également le peuple sénégalais, à vivre cette compétition de manière, je veux dire, harmonieuse. Sur ce plan, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier au nom du Président de la République, mais également au nom de la délégation sénégalaise pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Le Sénégal a l'un des plus importants contingents de journalistes et techniciens à Doha. Tous à la recherche de l'information, tous au service du peuple sénégalais. En guise de soutien, la NPS a reçu une subvention de 60 millions de francs CFA de la part du ministère des Sports. Nous avons une délégation privée, publique, audiovisuelle, presse écrite, site, composée à environ de 62 journalistes. C'est la plus grande délégation, excepté plutôt le pays hôte, dont nous ne connaissons pas le nombre de journalistes qu'il y a. Mais nous avons la plus grande délégation, que ce soit européens, occidentaux, africains, nous avons la plus grande délégation. Et ça, c'est vraiment grâce à l'État du Sénégal. Ce n'est pas de la laudation, c'est absolument rien du tout, c'est la vérité, ce sont les faits. Au cours de sa visite, le ministre des Sports s'est projeté sur le match de mardi face à l'Équateur, une rencontre très décisive. Nous sollicitons vos prières, mais aussi votre accompagnement supplémentaire pour que nous puissions ensemble accompagner l'équipe nationale vers la victoire mardi et continuer, Inch'Allah Rabbi, notre campagne, notre participation à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Cette année, la NPS et le 12e Gaïdé habitent ensemble. Yankoba Diattara a fait un crochet dans les appartements des supporters pour les encourager et les motiver à être toujours derrière l'équipe nationale. Les journalistes qui suivent de très près, les Lions de la Teranga, notre envoyé spécial Pape Biram Biguenaï que nous retrouvons à Doha. Pape Biram, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Djedjou. Vous avez suivi l'entraînement des Lions, le dernier galop aujourd'hui. Alors, dans quel état d'esprit les joueurs entendent justement faire face à l'Équateur ? Alors, ils sont dans un état d'esprit de conquérant à la veille de cette confrontation épique entre les Lions et la Tri de l'Équateur. Il faut dire que c'est une équipe sénégalaise consciente de l'enjeu de ce match qui ne doit pas tuer le jeu. Ce sont les mots du sélectionneur national Aliou Cissé, parce que dans ce match-là, il y aura énormément de pression. Mais les joueurs sont en train
sont en train de se préparer à affronter véritablement cette équipe équatorienne avec tous les arguments dont ils disposent. Parce que tout simplement, le Sénégal a les arguments pour battre cette équipe équatorienne, mais il faudra naturellement jouer ce match avec beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux et surtout beaucoup d'engagement. Alors, Aliou Cissé a parlé d'expérience de ses joueurs, de la jeunesse également de certains dans la tanière, mais surtout, l'efficacité devant le but, ce sera déterminant pour aller en huitième de finale. Oui, effectivement, c'est déterminant. Même nécessaire, il faudra être efficace devant les buts, il faut marquer des buts pour gagner ce match, seule l'efficacité compte. Ça a été également le maître mot avant la confrontation face au pays organisateur, le Qatar, parce qu'il était question naturellement cette fois-ci de battre l'équipe du pays organisateur pour naturellement espérer se qualifier en huitième de finale. Cette fois-ci, ça va être la finale du groupe parce qu'aucune des deux équipes n'a droit à l'erreur, toute erreur se paierait cash. Donc ça va être un duel très âpre entre le Sénégal et l'Équateur. Mais vous avez parlé d'expérience et de jeunesse. Aliou Cissé est en train d'imaginer un schéma de jeu qui puisse naturellement faire briller et les cadres de la sélection et la jeune génération. Parce que c'est une génération qui est en train de monter dans cette équipe sénégalaise. C'est une génération qui est en train de frapper avec insistance à la porte des caciques du vestiaire de l'équipe nationale du Sénégal, comme pour dire qu'il y a une concurrence saine au sein, d'où la tanière des Lions. Et il s'agira naturellement maintenant pour le coach Aliou Cissé de trouver la bonne formule, de faire un bon mélange entre anciens et nouveaux pour naturellement trouver l'alchimie qui pourrait créer l'harmonie d'une victoire au soir du mardi 29 novembre. Quelle devrait être la clé du match? Jouer sur les côtés, s'appuyer sur le talent de certains dont on parle beaucoup, Iliman Ndiaye par exemple, ou Pathé Ciss, ou Pape Matar Sarr. Comment est-ce que vous entrevoyez le 11 de départ? Alors, on entrevoit un 11 de départ ultra offensif. On imagine que l'entraîneur va reproduire son schéma de 4-4-2, jouer avec deux attaquants à la pointe, parce que un schéma de jeu qui a fait ses preuves, qui a permis à l'équipe du Sénégal de marquer 3 buts. Et tout cela pour dire tout simplement que le Sénégal aujourd'hui a des atouts offensifs, a une profondeur de banc, parce que sur le banc sénégalais, on retrouve Bamba Dieng, on retrouve Iliman Ndiaye, il y a également Bamba Dieng, Pape Matar Sarr. Tous ces joueurs-là peuvent prévaloir naturellement à une place de titulaire dans ce match-là. Mais Aliou Cissé reste fidèle à ses certitudes, à ses convictions. Et on imagine mal une révolution à quelques jours, à quelques heures de ce match-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs ultra offensifs dans cette sélection sénégalaise. Le Sénégal veut gagner ce match et le Sénégal devra mettre naturellement tous les joueurs offensifs dont il dispose dans un premier temps, naturellement, dans un schéma de jeu équilibré, bien sûr, parce qu'il s'agira également de gagner la bataille du milieu de terrain. Cette équipe équatorienne est très costaud. C'est une équipe qui a un bon abattage sur le plan physique. Et c'est un défi physique que les Équatoriens vont essayer d'imposer à l'équipe sénégalaise. Un défi physique que le Sénégal devra relever. Et puis ensuite, mettre le paquet sur le talent individuel de certains joueurs comme Iliman Ndiaye pour faire briller le collectif. Il fait tard sans doute, Pape Biram Ndiaye à Doha et un peu chaud. On ne sait pas trop le climat et l'heure qu'il fait là-bas, mais on vous laisse vous reposer pour être d'attaque comme les Lions. Ouais. Hein, demain, Pape? Ça marche, il est 23h26 ici à Doha. Et puis, bon voilà, demain il fera chaud à partir de 18h, heure de Dakar, heure de Doha. Il fera 15h à 15h à Dakar. Le temps est assez clément. À partir de 16h, il fait nuit. Et quand il fait nuit, il y a une fraîcheur qui se dégage dans les grandes artères de Doha. Merci Pape Biram, Sénégal-Équateur, demain à partir de 15h sur la télévision sénégalaise. À Dakar, le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Sénégal a organisé un atelier de partage autour de la problématique de l'employabilité des jeunes.
Avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie de Thiès et de la Côte d'Armor, 400 jeunes ont été formés et prêts à l'auto-emploi. L'initiative vise à inciter ces jeunes-là à réussir dans leur terroir. Abdouat. Ils sont 400 jeunes à bénéficier du programme Archipelago. Ce dispositif vise à encadrer les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, une des priorités de la commission UEMOA. Nous avons choisi, avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la ville de Thiès, de venir échanger avec 400 entrepreneurs qui viennent de finir une formation avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et c'est le programme Archipelago qui, au cours de ces derniers mois, a formé ces 400 jeunes à l'entrepreneuriat, au leadership et surtout à la pérennisation de leurs activités. La formation touche divers domaines d'activité, comme l'horticulture, la transformation des produits locaux, entre autres. Un renforcement de compétences qui permet à ces jeunes de participer au développement local. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui franchissent des limites inimaginables pour aller chercher des activités hors des frontières. Malheureusement, avec beaucoup de conséquences désastreuses, sans compter beaucoup de jeunes qui se lancent dans des activités d'insécurité. Et il est important pour nous, au niveau de l'UEMOA, d'accompagner cette jeunesse-là pour créer un réseau, pour créer une synergie d'ensemble autour de la jeunesse, pour que cette jeunesse-là soit capable de prendre la relève, d'assurer la construction de l'espace communautaire. On a appris beaucoup de choses. On a appris comment gérer notre entreprise. On a fait en nous un leader, quelqu'un qui a eu le courage d'aller en avant, à créer notre propre entreprise. Je veux créer mon entreprise. Aussi, je suis sur le chemin, J'ai déjà eu mon local et tout, Cet atelier d'échange a été une occasion pour revenir sur la problématique de l'employabilité des jeunes dans un contexte d'intégration sous-régionale. L'UEMOA, c'est quand même 8 pays. Donc, les activités qui se tiennent dans un espace restreint d'un pays, aujourd'hui, sont multipliées par 8, sans compter toutes les opportunités de facilité d'installation dans tous les pays de l'UEMOA, de facilité de liberté de circulation, mais surtout de base aussi de ce que nous avons mis en place en termes d'harmonisation de la législation au sein de l'espace communautaire. Aujourd'hui, les administrations de l'UEMOA parlent le même langage. Et c'est une grande chance pour les entrepreneurs de l'espace communautaire. Par cette initiative, la Chambre de commerce et d'industrie de Thiès mise sur sa jeunesse, une jeunesse capable de réussir dans l'espace UEMOA. L'Assemblée nationale a adopté et voté le projet de budget 2023 du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Il s'élève à plus de 85 milliards de francs CFA. Les précisions de Youssouf Kaba. Le marathon budgétaire se poursuit à l'hémicycle. Cet exercice 2023 alloue un peu plus de 85 milliards de francs CFA au projet de budget du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ces crédits sont répartis autour de 3 programmes, le développement de l'apprentissage, celui des offres de formation et le programme pilotage, gestion et coordination administrative. Autant de projets constituant le cahier de charges du ministère pour l'année 2023. Les débats ont soulevé des préoccupations liées à l'insertion professionnelle après une formation diplômante et qualifiante, mais également aux offres de formation et la qualité de celles-ci. Autant de questions revenues très souvent dans les échanges au sein du Parlement, beaucoup de réactions auxquelles le ministre en charge du département de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, venu défendre son projet de budget 2023, a apporté des réponses. Mariama Sarr a rappelé à l'Assemblée toute l'importance que le président de la République, Macky Sall, accorde à ce secteur, notamment à l'insertion professionnelle. Les efforts qui ont été faits avec le 3FPT dans la formation, en synergie avec d'autres structures de l'État, témoignent du chemin parcouru. Cependant, il reste encore à améliorer tout cela, reconnaît-elle, et que son département veille au grain et des initiatives sont en train d'être mises en œuvre pour accroître les résultats attendus. Après donc ces débats interactifs, le Parlement a adopté et voté à la majorité des députés présents le projet de budget 2023 du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.
Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, puis Matam. Victorine Dey poursuit sa tournée dans les régions du Sénégal. Le ministre de l'économie sociale et solidaire a visité les sociétés d'intensification de la production agricole, SIPA. Ces modèles de développement local ont eu à bénéficier des financements de l'État à travers la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie, Place des Prix. Fatoumata Banelba. La région de Matam regorge d'énormes potentialités dans beaucoup de domaines, notamment l'agriculture. À la CIPA de Tchambé, les membres préparent déjà leur pépinière pour la prochaine campagne. C'est en pleine activité qu'elles ont reçu la délégation du ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. De Tchambé, la délégation s'est rendue également dans 2 nouvelles CIPA, à Taïbanguéine et à Sédo Sebé, une occasion de recueillir les avis des acteurs. Nous avons déjà démarré les raccordements en électricité jusqu'à 1,5 km. Nous devons construire le local, mais aussi installer des panneaux solaires. Seulement, les travaux sont à l'arrêt pour défaut d'argent. Nous attendons toujours la 2e tranche du financement. Pour participer au développement économique local et à la réduction des disparités territoriales, le ministre promet d'accompagner ces CIPA à travers un mécanisme de financement qui est la Place des Prix. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. Des avancées ont été faites, mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite et avoir beaucoup plus d'impact. Ce qui nous amène à développer beaucoup plus de synergie, mais aussi à nous approprier de cette approche chaîne de valeur qui permet à tous les intervenants de ce segment de bout en bout de pouvoir tirer pleinement profit des opportunités. Et pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations, il faut donc aller très vite dans les procédures techniques et financières. Donc, dès l'instant que nous sommes dans la production, cela appelle l'intervention et l'encadrement des sachants, des professionnels. Donc, c'est dans ce sens que je parlais des différentes synergies qu'il nous faudra développer. Le financement, il vient en bout de chaîne. Le financement vient après un projet bien structuré. Le financement vient après un encadrement, après une formation, après un renforcement de compétences. Et c'est cela qui permet à ce financement-là d'avoir de l'impact. Le ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire promet d'envoyer les services techniques pour voir avec les acteurs locaux les opportunités de développement à accompagner. Les populations, quant à elles, ont bien apprécié cette visite du ministre. Le café de la protection sociale, la 2e édition s'est tenue à Dakar, au café, au cours duquel il a été beaucoup question du renforcement de la gouvernance dans ce secteur. Le reportage de Awan Ndiaye. Depuis 2014, la protection sociale est au centre des politiques publiques du Sénégal. Elle est considérée comme un fort levier de développement. La solidarité nationale et la protection sociale concernent les populations vulnérables, un projet ambitieux de l'État du Sénégal. On peut dire que c'est vraiment un cadre d'échange qui va permettre aux parties prenantes d'identifier, de faire le diagnostic justement de la gouvernance du secteur, d'identifier les dysfonctionnements pour pouvoir mettre en place des actions correctives dans le but d'une amélioration de ce système ou de la gouvernance de ce système de protection sociale. Qu'est-ce que nous attendons? Que les acteurs, les parties prenantes s'approprient cette gouvernance pour justement une amélioration et pour une couverture sociale élargie. Les stratégies de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale sont bien définies par Expertise France. Les recommandations sur la bonne gouvernance ont été faites. Ce volet est important pour la cohésion sociale du pays. Avec la mobilisation des élus locaux et de la société civile, cette politique publique sera mieux présentée. L'objectif principal est de renforcer la visibilité de la protection sociale. S'informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et des citoyens éclairés. C'est l'invite des cours Sainte-Marie de Haine à ses pensionnaires afin de mieux les outiller aux différents modes de fonctionnement des médias. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine des lycées français du monde. Dame Silla.
Dans cette matinée, des élèves du cours Sainte-Marie de Anne sont trempés dans l'univers des médias. Une spécialiste en la matière est venue échanger avec eux sur le thème « S'informer dans un monde connecté » pour former des citoyennes et citoyens éclairés. Ils sont sur les médias de communication sociaux. On pense à Instagram, TikTok, Facebook. Qu'est-ce qu'ils vont y prendre pour leur bien? On se dit qu'il vaut mieux les éduquer aux médias et à l'information pour peut-être les préserver, et en les préservant, on préserve le futur. Cette activité entre dans le cadre de la Semaine des lycées français du monde. Cette année, l'éducation aux médias et à l'information sont au centre des discussions. Le métier de journaliste, c'est un métier qui m'intéressait légèrement auparavant et j'avais déjà assisté à des conférences par rapport à ça dans d'autres écoles. Mais le fait d'avoir le point de vue d'une femme dans ce métier-là, c'est quelque chose que je n'avais pas pu avoir. Donc c'était intéressant. Cette rencontre a permis aux élèves de mieux décrypter l'univers des médias et comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. Un truc qu'on oublie sur les réseaux sociaux, c'est que généralement, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas souvent réelles. Il faut plus se renseigner sur les sites qui sont officiels et ils montrent un signe bleu sur Instagram. Du coup, mieux vaut se fier à ces sites-là plutôt qu'aller voir tout et n'importe quoi et y croire, car ça peut devenir toxique pour la société. Les médias occupent une place centrale dans la marche du monde. Comprendre ces enjeux devient une obligation pour tout citoyen éveillé. La 23e Assemblée générale extraordinaire de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments. La rencontre va permettre aux pays membres de revoir les textes de l'ACAM, 20 ans après sa création. Un impératif se dresse devant elle. Comment rendre plus accessibles les médicaments aux populations et à des prix compétitifs? Ramatadem. Une rencontre qui réunit les directeurs généraux des centrales d'achat des différents pays membres. Il est important de souligner que la centrale d'achat du Sénégal est la première née d'Afrique de l'Ouest. L'ACAM a joué un rôle important tout de même dans son fonctionnement. L'ACAM a une organisation extraordinaire dans ce sens que déjà, pour le calcul des coûts, l'ACAM a déjà élaboré un outil informatique. Mais l'ACAM aussi permet à une formation continue des experts que nous sommes. Et même dans 15 jours, le Sénégal aura 2 de ses enfants, 2 de ses fils plutôt, qui seront en formation. La tenue de l'Assemblée générale extraordinaire va permettre de rendre l'ACAM plus performante, puisque durant les travaux, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments va revoir ses textes et mettre en place de nouvelles stratégies communes. À l'issue de nos travaux, nous sommes appelés à obtenir 2 résultats majeurs, à savoir l'adoption des statuts révisés de l'ACAM qui présente un nouveau mode de gouvernance de notre institution, l'adoption du règlement intérieur devant soutenir l'organisation et le fonctionnement de l'ACAM. Aujourd'hui, la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire à Dakar se tient en un moment charnière de la vie de l'ACAM. En effet, après la 23e Assemblée générale virtuelle en mars 2022, cette Assemblée générale extraordinaire devrait consacrer définitivement la réforme de l'ACAM à travers ces nouveaux modèles organisationnels et économiques pourvu qu'elle soit plus efficiente, viable et pérenne. L'objectif final étant de permettre aux 20 pays membres d'avoir des médicaments en quantité suffisante et à moindre coût pour que toutes les populations aient accès de façon équitable au traitement. Les manifestants anti-Covid continuent de se faire entendre en Chine. Aux Comores, l'ancien président Sambi est condamné à perpétuité, alors qu'en Somalie, l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio a pris fin à l'actualité internationale. Le récit de Philomène Constance Diagne. En Somalie, 8 civils ont perdu la vie dans l'attaque menée par les islamistes radicaux Chebab contre la ville La Rose, un hôtel situé au centre de Mogadiscio. Un porte-parole de la police a annoncé que les autorités ont repris le contrôle ce lundi. 60 civils ont pu être secourus et aucun n'a été blessé. L'opération a duré plus de 20 heures. Cette nouvelle attaque intervient alors que le président somalien élu en mai a décidé d'engager une guerre totale contre les Chebab.
Ce groupe affilié à Al-Qaïda tente de renverser le gouvernement central depuis 15 ans déjà. C'est un verdict sans appel. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sombi écope de la prison à perpétuité. Il a été jugé par la Cour de sûreté de l'État pour haute trahison, une sanction définitive de cette juridiction spéciale dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'appel. Ahmed Abdallah Sombi, 64 ans, n'est apparu que lors du premier jour de son procès la semaine dernière. C'était pour dénoncer une procédure à ses yeux inéquitable avant de refuser de s'y présenter pendant toute la suite des débats. Principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani, Sombi est accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique. L'ancien président, entre 2006 et 2011, avait fait voter en 2008 une loi permettant de vendre au prix fort des passeports à ceux en quête d'une nationalité. Ils sont des milliers de Chinois qui continuent d'arpenter les rues de plusieurs métropoles du pays depuis samedi. Ils protestent contre la sévérité de la politique du zéro Covid. Ces populations qui crient le ras-le-bol du maintien des mesures draconiennes de lutte contre le Covid réclament un retour à la vie normale, une colère générale tournée vers le pouvoir central. Quelques rares manifestants ont osé appeler à la démission du président chinois Xi Jinping. Le régime a assuré de son côté que le combat contre le Covid-19 serait une réussite. A souligné que par son étendue sur le territoire, la mobilisation semble la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989. Fin de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur la RTS et sur nos plateformes digitales. 23h, Adama Anouchkaba pour la dernière édition du soir.